Alors, dans la première question, on nous demande de compléter sur le document réponse DR1 la chaîne d'énergie et d'information qui est donnée ici et on nous demande également de préciser les différentes grandeurs associées aux différentes énergies qui sont transportées. Donc ici, alors pour ça il faut s'aider des différentes informations qui sont données dans le sujet. Donc normalement, vous avez trouvé que le, la fonction acquérir, donc là, je vous rappelle, on est sur une chaîne d'information qui est en haut, donc qui contient les trois fonctions acquérir, traiter, communiquer, et on est sur une chaîne d'énergie qui est en bas, qui contient du coup les fonctions alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Et du coup, vous avez dû trouver que les solutions techniques qui permettent de faire la fonction acquérir sont le potentiomètre. Ici, on a le potentiomètre. Et qui nous donne la position des vérins. Position des vérins. Donc cette information, la position des vérins obtenue par les potentiomètres et les différents capteurs de force, vont être traitées par un ordinateur. Et du coup, les résultats de ce traitement vont être affichés par une fonction communiquée sur un voyant. La fonction alimenter, elle, est réalisée par une alimentation stabilisée. Donc on a une alimentation de 36 volts. Cette alimentation va alimenter un système qui va permettre de commander notre moteur qui sera dans la fonction convertir. Donc là, on a un moteur à courant continu. Et ce moteur à courant continu, on ne vient pas l'alimenter directement avec la batterie parce que si on faisait ça, on ne pourrait pas changer la vitesse du moteur. Et donc, on va venir intercaler un module entre l'alimentation de la batterie et le moteur. Et on appelle ça un pont H. Donc c'est un module pont H qui va permettre de moduler l'énergie issue de la batterie pour commander le moteur et pour le faire tourner dans deux sens de rotation différents et avec des vitesses différentes. Et pareil, on ne va pas venir connecter directement le moteur au système qui va faire bouger la table parce que le moteur ne va pas avoir un couple assez élevé pour commander la table. Et donc on va faire une adaptation de couple. Et ça, c'est réalisé par la fonction transmettre adapter. Et en l'occurrence, ça va être réalisé par l'ensemble réducteur avec la liaison vis-écrou. Donc ça, c'est pour les différentes solutions technologiques qui sont utilisées dans les différentes fonctions. Au niveau des énergies, ici, on a une énergie électrique avec une tension continue en sortie de la fonction alimentée. Et donc, je vous rappelle que les variables de flux et d'effort sont U et I. Ça, c'est ma variable d'effort et ça, c'est ma variable de flux. Et pour calculer la puissance électrique, on fait P égale UI1. Donc ça, c'est l'effort, la variable d'effort. Et ça, c'est la variable de flux. Donc I est un flux parce que c'est un débit d'électrons. I, c'est une quantité d'électricité par seconde. L'intensité, c'est une quantité d'électricité par seconde, donc des coulombs par seconde. Ensuite, en sortie de la fonction distribuée, je récupère encore de l'énergie électrique. Mais cette fois-ci, mon énergie électrique va être modulée. Et mes variables, c'est toujours U et I. Alors U, c'est des volts, hein, et I, c'est des ampères. Et pareil, la puissance, c'est P égale UI. En sortie du moteur, je vais récupérer une énergie mécanique, et plus précisément une énergie mécanique de rotation. Pardon, oui, c'est ça, c'est en sortie du moteur. Et du coup, les variables de flux et d'effort pour caractériser mon énergie mécanique de rotation, c'est la vitesse angulaire, oméga, en radians par seconde. Donc ça, c'est le flux. Et le couple C en newton-mètre. Ça, c'est mon effort, la variable d'effort.
Et pour calculer la puissance, eh bien on fait P égale C oméga. D'une manière générale, la puissance en watts, hein, c'est toujours la multiplication d'une variable d'effort par une variable de flux. En sortie de mon réducteur, je vais récupérer une énergie mécanique, mais cette fois-ci de translation, qui va faire bouger la table. Et dans les différentes variables d'effort et de flux, dans le cas d'une énergie mécanique, mais de translation et non plus de rotation, c'est la force F en newton. Ça, c'est ma variable d'effort. Et c'est la vitesse V en mètres par seconde. Et ça, c'est mon flux. Et du coup, pour calculer la puissance mécanique de translation, eh bien, on vient multiplier la force F en newton par la vitesse V en mètres par seconde. Donc ça, c'est trois relations à connaître, hein. En électricité, la puissance, c'est U fois I, des volts par des ampères. En mécanique, lorsqu'on a une rotation, la puissance, c'est oméga par le couple C. Et lorsqu'on a une translation, c'est la force F par la vitesse en mètres par seconde. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, dans la deuxième question, on me demande de définir la nature des informations que l'on va trouver dans le document technique DT1, et en particulier, comment sont transportées ces informations. Donc si on regarde le document technique DT1, celui-ci, on remarque qu'on va avoir des capteurs d'effort, ici, qui sont connectés sur les modules 6. Et les modules 6, on le voit ici, là, voilà. Les modules 6, en fait, prennent en entrée des informations analogiques. Ce qui signifie qu'en sortie, ici, je vais avoir des informations analogiques. Là, j'ai de l'analogique. Et du coup, en fait, ces modules-là, les modules 6, là, prennent en compte des informations analogiques. Par contre, ces informations analogiques vont être converties en informations numériques, et le résultat de ces conversions va être envoyé sur le bus Ether4 qui est ici, qui lui transmet des informations numériques. Et en particulier, les informations numériques vont être transmises au module numéro 1, qui va relayer toutes ces informations à l'ordinateur central par le bus Ethernet. Et le bus Ethernet prend également des informations numériques. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir des informations numériques, de type numérique. Et ici, sur le bus Ether4, je vais également avoir des informations de type numérique. Donc voilà, ça répond à notre deuxième question. Voilà, ensuite, du coup, dans la troisième question, ici, on nous demande de compléter sur le document réponse DR2 le graphe des liaisons. Donc pour compléter ce graphe des liaisons, il faut bien comprendre comment est structurée la table. Et du coup, on a cette explication qui est donnée ici. Et on remarque qu'on a différents points qui nous sont donnés. Donc on a en particulier le point D ici, le point A ici, le point C ici, le point B ici, le point E ici. Donc déjà on voit que au point A on a un axe, donc ça veut dire que entre l'axe et la bielle, on va avoir une rotation, une pivot. Ici on a une pivot. Donc une pivot d'axe Z, hein, parce que le Z ici vient vers nous et la rotation se fait autour de Z. Ensuite au point D, pareil, entre la chape et le châssis ici et le vérin d'inclinaison, la tige du vérin d'inclinaison, et bien en fait cette tige est en rotation, donc là pareil on va avoir une pivot, pareil d'axe Z. Ici au point B, on va avoir également une pivot, donc au point B et d'axe Z. Pareil ici au point C, on va également avoir une pivot, point C et d'axe Z. Voilà, donc ça c'est pour les différentes rotations. Et puis ensuite, entre la tige du vérin d'inclinaison
et le corps du vérin d'inclinaison, eh bien la tige en fait elle va bouger en translation. Donc on va avoir une glissière. Ici on va avoir une glissière. Donc de direction DE. Une glissière de direction DE. Et ici entre le corps du vérin de levage et la tige du vérin de levage, donc la tige est ici hein, et le corps est ici, et bien pareil on va avoir une glissière de direction cette fois-ci AB. Donc si je cherche à compléter du coup maintenant mon graphe des liaisons, eh bien je peux facilement venir préciser les différentes liaisons. Donc là entre la table 7 et la tige du vérin d'inclinaison, donc la table est ici et le vérin d'inclinaison est ici, donc c'est au point D. Je vais avoir ma liaison pivot ici. Donc la liaison pivot au point D est de direction Z. Ensuite, j'ai la tige de vérin d'inclinaison. Ensuite, j'ai ma liaison glissière qui est ici. Donc la liaison glissière de direction DE. Glissière de direction DE. Ensuite, j'ai le corps du vérin d'inclinaison qui est relié au point E par une liaison pivot. Donc là, je vais avoir une liaison pivot au point E et de direction Z. Ensuite, je suis sur le bâti. Mon bâti est ici. Je repars du point C et j'ai une liaison pivot entre le point C et la bielle ici. Donc là, j'ai une liaison pivot au point C de direction Z. Je passe par la bielle et je retourne sur le point A. Et entre l'axe et la bielle, j'ai ma pivot AZ qui est indiquée ici. Celle-ci était déjà donnée. Et ensuite, de l'axe, j'ai une autre liaison pivot, mais cette fois-ci, non plus avec la bielle, mais avec la tige de ce vérin-là, donc la tige du vérin de levage. Et ça, c'est une liaison pivot au point A, direction Z. Donc c'est cette liaison pivot-là, mais cette fois-ci qui est en relation avec la tige du vérin de levage qui est ici. Et ensuite, entre la tige du vérin de levage et le corps du vérin de levage, j'ai ma glissière de direction AB. Et du coup, j'atterris sur le point B ici, qui est la liaison pivot entre le corps du vérin de levage et le bâti. Voilà, donc ça nous permettait d'avoir le graphe des liaisons. Et à partir de ce graphe de liaison, eh bien, on peut venir compléter le schéma cinématique. Voilà, donc je vais venir afficher le schéma cinématique que l'on devait compléter. Et on va le compléter en s'aidant du coup de notre graphe des liaisons. Donc on va par exemple partir du point A ici. Donc en partant du point A, donc là j'ai mon axe. Donc entre l'axe et la tige du vérin, j'ai une liaison pivot. Donc en fait elle est représentée ici. Ça c'est la liaison pivot entre l'axe et la tige du vérin. Et du coup, là, comme ça c'est la bielle, ça veut dire que la tige du vérin, eh bien, il faut que je la redessine. Donc ça va être la tige du vérin. Et la tige du vérin, donc là on est sur le vérin de levage. La tige du vérin de levage, c'est le numéro 4. Voilà. Donc entre l'axe et la bielle, j'ai le point A qui est ici, ça c'est ma bielle. Et entre l'axe et la tige du vérin de levage, j'ai ça qui est ici. Ensuite, entre la bielle et le bâti, j'ai une liaison pivot au point C. Donc ça veut dire que ici, ça je dois le poursuivre. Et au point C, je dois dessiner ma liaison pivot. Et je suis en pivot par rapport au bâti. Donc là, j'ai fait la liaison pivot, point C, entre le bâti et la bielle. Ensuite, ici, si je reviens sur mon vérin de levage, je dois dessiner la glissière de direction AB. Donc mon point B est ici. Alors j'aurais peut-être pu dessiner en fait la tige ici. Elle est plus en direction du point B. Donc j'étais peut-être un peu trop sur la gauche. Voilà. Donc ça c'est le solide 4. Et du coup je vais retrouver
le corps du vérin, ici, qui est en relation pivot au point D, au point B, par rapport au bâti. Donc là, je vais venir me relier au bâti, et donc je vais avoir ma pivot qui est ici, là. Et je dois dessiner la glissière maintenant. Donc pour dessiner la glissière, eh bien, je vais dessiner ma liaison glissière comme ça, et avec le corps du vérin qui est relié comme ça. Voilà. Donc là, on a le corps du vérin en fait. Donc ça, c'est mon solide 3. Donc le corps du vérin et la tige qui va bouger dans le corps du vérin. Ensuite, ce que je vais faire, je vais partir du point D. Donc au point D, j'ai une liaison pivot entre la table et la tige du vérin. Donc là, je vais avoir une liaison pivot entre la table et la tige du vérin. Et la tige du vérin va aller vers le point E. Donc là, il va falloir que je passe comme ça jusqu'au point E ici. Et là, pareil, il va falloir que je mette ma glissière comme ça. Donc ça, c'est la tige du vérin d'inclinaison, c'est-à-dire le numéro 2. Et ça va être le corps du vérin d'inclinaison, c'est-à-dire le numéro 1. Et ça, du coup, ça va être relié ici. Voilà, et ça va être relié jusqu'à la pivot au point E qui est relié au bâti. Donc là, j'ai une pivot qui est reliée au bâti. Donc voilà à quoi ressemble le schéma cinématique qui nous était demandé. Voilà, je vais effacer ça. Hop, je vais tout effacer. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie suivante. Donc là, on passe à la question 5. Donc sur la question 5, on nous demande d'étudier un petit peu le principe de fonctionnement de ces structures. Alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la géométrie des points A, C, E, D ici est un parallélogramme. Et en fait, on remarque que cette distance-là, la distance CE ici, ne peut pas changer, hein, parce que le point C et le point E appartiennent à la chape ici, qui ne peut pas se déformer, qui est indéformable. Donc ici, on a une distance qui doit toujours être fixe. Et de la même manière, la distance AD ici appartiennent à deux points qui sont également sur une chape ici, donc ils ne peuvent pas se déformer. Donc ça veut dire que cette distance aussi est toujours fixe. Donc qu'est-ce qui va se passer quand le vérin qui est ici, qui est le vérin d'inclinaison, quand la tige va sortir? Et bien en fait, comme cette distance ne peut pas changer, et bien en fait la trajectoire du point D va dessiner un cercle comme ça. Et comme la trajectoire du point D va dessiner un cercle, ça veut dire que ce point-là, quand la tige ici va sortir, il va se retrouver par exemple par ici. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait la table, elle va s'incliner. Donc c'est la raison pour laquelle ce vérin-là, on l'appelle le vérin d'inclinaison. Celui-là, lorsque la tige va sortir, eh bien il va pousser le point A suivant cette trajectoire-là. Et comme cette distance-là ne peut pas changer, eh bien en fait ça va avoir tendance à faire soulever la table. Et donc c'est pour la raison pour laquelle ce vérin-là, on l'appelle le vérin de levage. Donc c'est cette géométrie qui permet à l'aide d'un vérin unique de commander l'inclinaison et à l'aide d'un autre vérin de commander le levage de la table. Ensuite, on nous demandait d'étudier la mécanique de la table, donc sachant que la table est soumise à une action de charge de 1000 Newton, et on nous donnait le schéma général avec la table qui a été isolée, donc ça c'est notre table. Et du coup, la table, elle a la référence 7. Et on nous donnait le torseur associé au point G ici, qui est le torseur de la pesanteur sur 7. Et on voit que c'est un glisseur, ce qui signifie en fait que là, on va avoir notre poids P. Hein, la résultante, c'est moins mg suivant y. Donc ici, on a un glisseur au point G. Et pareil, on donne le torseur des actions mécaniques de 2 sur 7 au point D. C'est-à-dire que ici, au point D, est relié notre vérin d'inclinaison et on nous donne le torseur et on voit que le moment est nul
et la résultante du torseur des actions mécaniques est FD suivant l'axe X. Ça signifie que la force exercée par le vérin d'inclinaison est comme ça. Donc là, je vais avoir FD. Et du coup, notre objectif va être de calculer cette valeur FD. Alors, pour nous aider, on nous demande dans la question 6 de faire l'inventaire complet des actions mécaniques qui s'exercent sur la table et de présenter cet inventaire avec le même formalisme que celui qui nous est donné, c'est-à-dire avec le formalisme des torseurs. Donc si on fait le bilan, eh bien on a déjà le torseur, on a ce qu'on nous donne. Déjà on nous donne le torseur de la pesanteur sur la table 7. Donc ça c'est au point G, c'est un glisseur. Donc ça c'est l'action à distance de la pesanteur sur la table. Ensuite on nous donne le torseur de 2 sur 7 au point D. Ça c'est ce qui était donné ici. Et donc ça c'est l'action, c'est une action de contact du vérin d'inclinaison sur la table. Là, on isole la table, donc toutes les actions vont être sur la table. Et le dernier que l'on doit déterminer, enfin qui ne nous était pas donné, eh bien ça va être le torseur des actions mécaniques au point A. Et qu'est-ce que je vais avoir au point A? Eh bien en fait, il faut aller regarder les, le schéma explicatif précédent. Et si je remonte au schéma qu'on a utilisé pour faire le schéma cinématique, eh bien on remarque qu'au point A ici, on a le vérin de levage qui vient se positionner. Donc en fait on a une liaison pivot au point A. Donc les actions mécaniques que l'on va avoir au point A, donc le torseur des actions mécaniques au point A, eh bien ça va être le torseur des actions mécaniques du vérin de levage sur la table. Et le vérin de levage, il est repéré 7. Donc ici, on va avoir le torseur des actions mécaniques, non pas 7, pardon, 6, donc de 6 sur 7 au point A ici. Et ça, du coup, ça va être l'action du vérin de levage sur la table. Et ce torseur-là, eh bien, on aura besoin de donner sa structure pour faire l'étude statique. Et on sait que c'est une liaison pivot. Donc en 3 dimensions, ce torseur, donc de 6 sur 7, il a la structure suivante. Je ne peux pas bouger ni en X, ni en Y, ni en Z. Donc je vais avoir des composantes en X, Y et Z. Et au niveau des moments, je peux faire une rotation autour de Z, là, parce que le Z, il va vers nous. Je peux faire une rotation autour de Z, donc je vais avoir un moment nul en Z. Et par contre, je vais avoir des composantes sur mes deux moments, sur les axes X et Y. Ça, c'est en 3 dimensions. Je peux, si je le souhaite, simplifier l'étude en passant à de la 2 dimensions. Et qu'est-ce qui se passerait dans le plan? Eh bien, dans le plan, en fait, au niveau des forces, j'ai juste les actions en X, Y. Donc j'aurai une inconnue en X, une inconnue en Y. Et au niveau des moments, eh bien, j'aurai juste la rotation en Z. Et du coup, la rotation, la composante de mon torseur serait uniquement sur Z. Donc je pourrais considérer en fait que j'aurais que des zéros et pareil un zéro sur le Z. Et du coup en fait en 2 dimensions j'aurais ces deux composantes là qui m'intéresseraient et le zéro ici. Moi je vais garder la représentation 3 dimensions parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça et pour faire mon étude par la suite.
Du coup, on peut passer à la question 7 maintenant et on me demande d'utiliser le principe fondamental à l'équilibre, donc mon PFS, principe fondamental de la statique, hein, appliqué sur la table au point A. Donc je vais utiliser les torseurs et je vais appliquer mon PFS. Donc les torseurs, on les a ici. Le torseur au point A, on l'a vu ensemble. Et donc je vais faire le. Et du coup, il faut que tous mes torseurs soient. Pour faire le PFS, il faut que je donne tous mes torseurs au point A. Donc j'en ai déjà. La pivot, je la connais, hein. Donc je vais la remettre ici, mais mon torseur pivot, donc c'est de 6 sur 7. Il est de la forme x, y, z, lm 0, point A. Ensuite, j'ai mon torseur des accents mécaniques qui m'est donné au point G, mais je dois le trouver au point A. Donc de la pesanteur sur la table 7. Donc il faut que je transpose ce torseur-là au point A. La résultante ne change pas, donc ça va être, alors en l'occurrence P va vers le bas, donc ça va être moins P en Y. Donc je vais avoir 0, moins P, 0. Et ici, il faut que je trouve le moment. Je vais venir le calculer là. Donc le moment, le nouveau moment, lorsque j'aurai déplacé mon torseur, c'est le moment initial, c'est-à-dire 0 plus AG, vectoriel P. Le vecteur AG, alors pour aller de A vers G en X, je dois bouger de 274 moins 80. 274 moins 80. Et en Y, je dois bouger de 163 moins 135. 163 moins 135. Et en Z, 0. Ça, c'est mon vecteur AG. Un coordonnée finale moins coordonnée initiale pour toutes les composantes X et Y. Et P, bah, on connaît, hein, c'est en X c'est 0, en Y c'est moins P et en Z c'est 0. Du coup, le vecteur AG, c'est 194. Alors là, je suis en millimètres, hein, donc j'aurai des millinewton-mètres. En tout cas, il faudra que je fasse attention aux unités. Ici, ça doit faire 28, 0, vectoriel, 0, moins P, 0. Donc 28 fois 0 moins 0 fois moins P, ça fait 0. 0 fois 0 moins 0 fois 0, ça fait 0. Et là, j'ai moins 194 P. Moins 194 P. Donc ça, c'est mon nouveau moment. Donc 0, 0, moins 194 P, ici. Donc encore une fois, c'est des millinewton-mètres ici. Voilà, ensuite, le dernier torseur que je dois déplacer au point A, c'est le torseur de 2 sur 7. Du vérin d'inclinaison sur 7, qui est donné au point D. Donc ce torseur-là, il faut que je le déplace au point A. Donc les forces ne changent pas. Je vais avoir FD 0, 0. Et là, je vais avoir un nouveau moment que je peux calculer, M. Donc le nouveau moment, c'est le moment initial, c'est-à-dire 0, plus, donc là, je me déplace au point A, donc plus AD, vectoriel FD, et FD, c'est FD 0, 0. Pour aller du point A au point D, en X, c'est 0 moins 80. Coordonnée finale moins coordonnée initiale. Pareil, et en Y, c'est 0 moins 135. Et je suis en millimètres. Donc j'aurai des millinewton-mètres encore. FA 0, 0. Donc 135 fois 0 moins 0 fois 0, ça me fait 0. 0 fois ça moins 0 fois ça, ça fait 0. Et la dernière coordonnée, c'est moins 80 fois 0 moins 135. Donc je vais avoir 135 FA ici. Et donc ici, le moment résultant de mon torseur, c'est 0, 0, 135 FA. Voilà. Donc là, j'ai tous mes torseurs au point A.
Maintenant que j'ai tous mes torseurs au point A, je peux appliquer le PFS qui me dit que la somme de tous ces torseurs-là est égale au torseur nul, à 0. À partir de là, je vais donc récupérer plusieurs équations. La première, ça va être x plus 0 plus fd égale 0, c'est-à-dire x plus fd égale 0. Et donc ça signifie que la composante en x de ma liaison pivot, elle est inverse à fd. Donc en fait, j'ai x égale moins fd. Mais ça ne me permet pas de trouver ce que je veux. Moi, je voudrais trouver fd. La deuxième équation, ça va être y moins p égale 0. Ça va tout simplement me dire que la composante en y dans ma liaison pivot ici est égale à p. Ça pareil, ça ne me permet pas de trouver fd. Ensuite, j'ai z plus 0 égale 0. Donc ça va juste me dire que la composante de mon torseur de ma liaison pivot en z est nulle. Ça ne m'intéresse pas. Et du coup, si je veux trouver la valeur de fd, ici c'est un d là, il faut que j'utilise la somme des composantes en z du moment. Donc en fait, il faut que je fasse 0 moins 194p ici, plus 135fd égale 0. Et c'est cette équation-là qui va être intéressante. Donc je vais avoir moins 194p plus 135fd égale 0. Et du coup, de là, je peux trouver fd. Donc fd est égal à 194 fois p sur 135. Donc ça me permet de faire la question 8. Hein, la question 7, c'était cette équation-là à trouver. Ça, c'était la question 7. Et du coup, dans la question 8, eh bien, je peux faire l'application numérique pour trouver la valeur. Donc ça fait 194. Alors, oui, c'est des millimètres en haut, des millimètres en bas, donc il n'y a pas de souci. Fois P. P, c'est 1000, parce qu'on me dit que la charge est fixe à 1000 sur 135. Et du coup, si je fais ça, je trouve 1437 newtons. Voilà, donc ça nous a permis de déterminer l'action exercée par le vérin d'inclinaison. Donc à partir de là, ensuite, on peut aller regarder si les vérins sont correctement dimensionnés. Et on nous explique qu'on a fait une simulation des efforts auxquels sont soumis les deux vérins, donc le vérin d'inclinaison en jaune ici et le vérin de levage en 2. Donc on remarque, en fonction de la position du centre de gravité de la personne qui vient se positionner sur la table, donc là en fait on a fait varier le point de gravité ici, à gauche et à droite. Et lorsqu'on fait varier le point de gravité, eh bien on remarque que le vérin de levage 2 est soumis lui à des actions d'à peu près moins 5500 newtons constantes. Et par contre le vérin d'inclinaison ici, lui, plus on décale le point de gravité vers la droite ou vers la gauche, plus en norme les intensités augmentent. Ce qui est normal parce qu'il y a un effet de basculement qui apparaît. Et du coup, on remarque qu'au maximum, là, eh bien, on atteint à peu près un peu moins de 7000 newtons. Et pareil ici, hein, on est un peu moins de 7000 newtons pour le vérin d'inclinaison. Et si on regarde le tableau, qui est donné juste un petit peu plus bas ici, on remarque que la force de maintien maximale du vérin sélectionné est de 13 000 newtons. Donc ça signifie que dans tous les cas, notre vérin il pourra résister à la force. Donc ça répond à la question 9. Et on remarque que l'effort maximal qu'il peut fournir est de 10 000 newtons, ce qui est très supérieur aux 1400 et quelques newtons qu'on avait trouvé précédemment. Et donc ça répond à la question 10.